Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface de Michel Sicard. Physique et métaphysique du papier. Quelques décennies durant, on a pensé, face aux nouvelles technologies, que le papier avait fait son temps. Scruter ces récents développements, il apparaît au contraire que l'influence du papier a encore progressé. On n'a jamais autant publié de livres papier, copiés avec les imprimantes des textes et des photos, utilisé des papiers de mur, des sacs et cartons d'emballage. Le papier est constamment renaissant, cyclé et recyclé sans cesse. Le cycle est si rapide dans la publication entre la remise de la saisie et la fabrication, qui peut ne prendre que quelques jours, qu'il peut suivre l'actualité et retourner aussitôt au pilon si le vent change. Le numérique apparaît au contraire comme une aide précieuse pour le livre, dans sa fabrication, sa diffusion, sa promotion. Depuis la prime enfance, le papier a toujours accompagné notre geste de dessiner, d'écrire, de fabriquer de chimériques ou bien réelles figures. Des premiers jours à l'adulte, le papier est un quasi-objet transitionnel. Le sémantisme du papier est simple à l'origine. Il vient du papyrus dont les fibres étaient entrecroisées régulièrement comme un tissu. En italien on dit carta, de charta, qui désigne la feuille préparée pour recevoir l'écriture, et qui a donné carte pour désigner la représentation des océans et des terres. Le papier le plus ancien semble avoir été le papyrus, qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Égypte ancienne. Les manuscrits de la Mer Morte, sur papyrus aussi la plupart, datent pour les plus anciens du 3e siècle avant notre ère. En Chine, sur cette pâte issue du tapa, ou du mûrier pour la soie, s'est développé vers le 2e millénaire avant notre ère, et ce nouveau support est devenu officiel dès le 1er siècle sous l'influence du haut fonctionnaire et eunuque Cai Lun au 1er siècle après J.C. Si le concept de papier est facilement définissable, presque un monosémantisme, les mots qui s'accolent à lui sont pourtant innombrables et le diversifient selon les territoires, papier de Hollande, du Japon, de Chine, les usages, papier-monnaie, papier de mur, les fonctions, papier timbré, papier d'identité. Mais le papier, c'est d'abord une bien réelle matière. Le papier devenu raffiné, bien que humble, est comme en Orient le jade, il est lisse, pur, il ne blesse pas sauf à être coupant quelquefois à la tranche. Il est l'image d'un port immaculé de vêture, et de vertu. Quelquefois il se boursoufle, il s'accidente, lève, se bosselle un peu, il se fait territoire. De sage et philosophe, il devient agent de pouvoir. Tout en lui commande ou complote. Alors il s'affirme, s'affine, se replie, devient mince, étrange, opalescent, diaphane, il flotte et s'envole vers l'imperceptible. Il bruisse aussi. Le papier s'écoute en chant perlé, sans voix, sans écho. Bruissement de l'imparlé et de l'imprononçable. Pourtant le papier est originellement lié au dialogue, à ce chassé-croisé entre l'outil d'écriture et la surface de la page qui s'essaie à faire naître le mot, la parole. Quiconque s'est intéressé au papier dans ses caractères lisses ou rugueux, absorbants ou impénétrables, comprendra cet espace agrandi de l'inscription à maîtriser. Le papier est d'abord en action avant d'être en représentation. Il touche à la genèse des choses et même à l'existence juridique qui transforme un geste en un acte. Car le sémantisme du papier est finalement étagé. Il désigne ce fond législatif qui change l'écrit en force de loi. Après viendront les modalités matérielles du papier qui sont nombreuses, et dont certaines se sont perdues depuis le XIXe siècle, les déclinaisons multiples liées à sa texture et sa fabrication, papier de bois, papier chiffon, papier de soie, papier de verre. Enfin éclateront comme un artifice tous les aspects métaphoriques du papier. Articles de journalisme ou tigre de papier. C'est l'artificialité et l'humilité qui se reconnaissent ici, et le pouvoir qui s'affaiblit dans la propagation même de ce matériau, sa perdurabilité et son universalité, utiles aux grandes comme aux petites besognes. Souplesse et transparence. Ce qu'on sent d'abord dans le papier, à l'œil et au toucher, c'est sa souplesse. Matériau hybride, il se plie légèrement, on peut le faire onduler entre ses mains, puis l'entendre craquer-claquer en retournant la feuille, laisser les doigts glisser le long de la page en palpant les irrégularités de l'impression. Dans le volume, apparemment compact, on peut ouvrir un royaume et multiplier les accès. L'expérience du feuillettement est étrange. Elle offre une incroyable mobilité qui permet de saisir dans un apparent volume une multiplicité de vues presque infinie. Jorge Luis Borges, après nous avoir fait parcourir la bibliothèque de Babel, aux innombrables pièces, couloirs et galeries, conclut
Laetitia Alvarez de Toledo a observé que cette vaste bibliothèque était inutile. Il suffirait en dernier ressort d'un seul volume, de format ordinaire, imprimé encore 9 ou encore 10 et comportant un nombre infini de feuilles infiniment minces. Cavalieri au commencement du XVIIe siècle voyait dans tout corps la superposition d'un nombre infini de plans. Le maniement de ce soyeux vade-mecum ne serait pas aisé. Chaque feuille à ponte se dédoublerait en d'autres. L'inconcevable page centrale n'aurait pas d'envers. Ce caractère énigmatique du papier, c'est bien sa minceur modulable, qui multiplie les plans, les approches, les suites, les dédoublements, lui donne un caractère infini et fractal. Par sa minceur, cette matière est déjà conceptuelle. Plus que le verre qui s'efface devant la représentation, le papier affiche un filtre voyant qui retient et réfracte le signe venant dessus dans un espace de substrat et de résonance. Mais que filtre-t-il ? La lumière ? Les atomes errants dans l'air qui circule ? Ou l'agressivité intempestive du geste d'écriture qui doit rester à l'orée de quelque chose pour pouvoir signifier ? Roland Barthes dit de ce dialogue entre le pinceau et le papier: tout, dans l'expérimentation, est dirigé vers le paradoxe d'une écriture irréversible et fragile, qui est à la fois, contradictoirement, incision et glissement, l'empire des signes. Ce glissement a lieu dans l'espace géométrique et dans la profondeur. Il est, ce papier, une sorte de patte qui ferait lever le signe, et cela de façon inversée à la plaie ouverte par l'incision, tendant à son abolition. Bien sûr, la couleur originelle du papier, c'est cette blancheur transparente. L'intérieur du papier ne connaît pas d'ombre, sauf ce savant filigrane. C'est l'image même de l'immanence. Avec lui, une nouvelle aventure commence, qui rompt avec le platonisme, la philosophie de l'ombre et de la caverne. Là où un dialogue bavard s'éternisait en arguties infécondes, le blanc peut faire germer aux frontières les formes et les signes. L'histoire de l'écriture peut commencer, claire comme une belle aurore. Ce blanc est un vide originel, une tabula rasa, et pourtant l'épure d'un natif paysage, mais antérieur à la vue, à la différenciation des formes et couleurs. Il purifie devant nos yeux le monde des scories, même si infimement il engrouille. Dans toutes ces fibres matées, dissimulant le travail des origines, revient un certain sens de l'aura tel que la définissait Benjamin. Une singulière trame de temps et d'espace, apparition d'un lointain si proche soit-il. Cette présence du lointain affleure toujours dans le papier, soit par neutralisation, vertige de la page blanche, soit par intégration, présence d'ingrédients autres affleurant dans la masse. Ce qui rend étrange le papier, c'est cette dimension souterraine et parfois insaisissable de l'aura. L'aura rend au plus près un lointain de terre ou une quête auturière, fait naître un imaginaire géographique dont il n'est que le simulacre. De la dimension auratique, il garde cette luminescence lunaire dont l'étoupe de sa matière est à la fois une substance réelle et une sublimation. 2. Le papier et le textile. Les intérieurs du papier sont complexes. On y lira plus que son grammage ou sa fibre opalescente ou opaque. Élaborant sa texture dans le non tissé, assez semblable pourtant à une structure textile, c'est comme si la structure ouverte du satin donnant cet effet de vague pouvait s'ouvrir encore. Ce comme si est révélateur, parce qu'il ouvre la voie à un imaginaire, niant l'engrenage mécaniste des matériaux que présente toujours l'armure du textile. Il serait semblable à un feutre, avec lequel il partage cette structure par compactage aléatoire. Évidemment, le feutre est d'origine animale, poils de chèvre, de chameau, de castor, laine, etc., alors que le papier est entièrement végétal. Mais dans le séchage, la feuille de papier se marie au feutre qui lui permet d'absorber, de s'égoutter. L'une est la matrice de l'autre qui le fait naître, s'affermir, se répandre. Cette dominance végétale dans le papier contrepointe la structure textile non tissée. Parfois le végétal arrive en surabondance, dans une agrémentation décorative, qui révèle la matière dans sa composition. Paille brillante, feuilles de fougère peuvent parsemer le papier d'une matière d'un grain autre. Mais dans la fabrication qui ne serait pas feuille à feuille, on verra le sens des fibres comme un écoulement. Le papier est une longue chaîne interrompue, cassée, reprise, qui dit la présence et la fragilité du temps. Le papier est parfois comme un objet de tissu ordinaire. Nappe, serviette, mouchoir, chaussettes, il se substitue au textile non seulement parce qu'il est moins cher, mais parce qu'il offre une surface agréablement lisse et modulable. C'est ce non-tissé qui donne une souplesse semi-rigide à l'objet, alors que le tissu, articulé finement, se drape et se plisse à volonté par les croisements de fils qui lui servent de charnière.
C'est une matière entre deux, entre la résine ou le plastique et le tissu. En cela, il travaille toujours aux frontières. C'est cette hésitation, son caractère simulatoire qui lui donne son imprévisibilité. Il est facilement jetable, retourne à la poubelle. C'est un anti-objet. Il transforme l'objet usuel vêtement en masque, évocation, projet, un peu comme ces papiers de couturière qui servent au patron et se dérobent après la finition. C'est cette disparition possible qui rend ces objets de papier futiles, à l'infini duplicables, à l'infini escamotables. On dit que texte et tissu, du latin textus, auraient la même origine. Le papier est un avant-texte, comme un prélude affichant selon sa philosophie, le néant ou le chaos. Cet aspect chaotique est le plus apparent. Il est dû à la composition interne visible du papier qui ouvre par son matériau composite sur des inframondes sur le labyrinthe des origines. Cet aspect textile du papier l'a tout naturellement porté vers le monde de l'emballage, dont il en constitue la majeure partie. Mais c'est plus qu'un matériau de cache et de protection. Il a la finesse, la légèreté et l'adaptabilité pour ces corps imprévisibles et multiples que sont les objets. À l'intérieur des boîtes, les cales diverses en carton ou boules de papier de soie remplissent des interstices compliqués, évoquant à la fois un monde antique et futuriste. Au moment même de la naissance, cet espace de carton constitue aussi l'enveloppe ultime, le cercueil, du devenir de l'objet. Il y aurait une dimension ontologique de la boîte sur quoi la philosophie a peu réfléchi. La boîte est un système de dimensionnement spatial aux proportions variables, qui désigne en son intérieur un corps ou une collection possible. Le papier, le carton, permettent d'installer ces frontières fictives qui donnent à l'espace une syntaxe hypothétique, presque transcendantale, ou alors topologique, analogue à celle des cloisons mobiles dans l'espace habité au Japon. Il laisse planer l'idée que tout agencement serait un don. C'est pourquoi la boîte et l'emballage occupent une si grande place dans les civilisations orientales. Il s'agit par là de signifier le don, de matérialiser que tout assemblage pérenne nous est donné par surcroît. Et que les cadeaux du ciel peuvent pleuvoir à satiété. 3 papiers, objets ludiques, le flottement et le pli. Alors que le maquette évolue vers la dureté, l'objet carton, le papier ordinaire, surenchérissant sur la souplesse, la flexibilité, glisse vers une autre piste, celle de l'amincissement de l'objet, au profit de sa légèreté. C'est comme si le papier pouvait dessiner des objets prêts à voler. Tels les cerfs-volants, le papier prend une dimension aérienne, alors que l'histoire, l'archéologie ont poussé à ne considérer l'historique qu'à l'aune de la dureté, de ce qui résiste au temps. La fragilité du papier va de pair avec une résistance hors du commun. Cerfs-volants, bannières, lampions, lanternes, les objets papier sont innombrables. Les carpes des bannières koi au Japon apparaissent et disparaissent après la fête comme des corps éphémères. Ils sont aussi résistants que possible, puis s'effacent. Mais si l'on veut, on peut les conserver longtemps. Les anciens rouleaux résistent autant que la terre cuite. Dans les livres pour enfants, le papier, méticuleusement découpé, lève comme une architecture chimérique. Un monde naît, mais pas vraiment réel, qui peut monter dans un espace à mi-chemin entre le réel et sa représentation, et qui pourra ensuite se replier à volonté. Le papier rend un monde magique, d'apparition et de disparition furtive. C'est vers ce monde de papier que tend le livre pour enfants, le livre à système ou le pop-up. L'important dans le papier, c'est sa légèreté. Il peut se soulever, onduler, flotter, se froisser. On voit comment il est travaillé, tiré, tiraillé entre les forces de l'entour, du dessous, comment il s'affale, se gonfle ou divague. Il a les mêmes caractéristiques que le textile, en un peu plus tendu, à cause de son encollage, mais beaucoup plus aérien. Il ne cache pas un corps, il désignerait plutôt un territoire. D'où son utilisation politique, sa face lisse et sans barrière évoquant la docilité de l'Empire, la cartographie des territoires. Borges, dans L'auteur et autres textes, a mis dans la bouche d'un personnage fictif cette attention aux détails géographiques, d'une carte si précise qu'elle recouvrait entièrement le territoire, ce que seul le papier peut transcrire, mais qui dut plus tard être calcifié, et sans doute à cause de cela laissé à la ruine. Il n'est resté de cette ambition que le passage du réel au signe, du signe à la loi. Et c'est pourquoi dans les empires, le papier calque la parole souveraine. Il s'estampe à partir d'un support dur, l'écrit de référence et d'autorité. Un mince papier couvrait la saillie d'une écriture gravée sur la pierre dont il prenait, comme par écumage,
la partie avant pour la diffuser au sujet soumis. Le papier non pas recouvre le territoire, mais l'élargit, l'aide à se recomposer dans un autre espace où l'écrit, même lointain, devient tangible. Ces techniques d'étampe sont encore vivantes, mais elles ne sont restées que pour recopier la ruine de ce que furent ces anciens textes au fronton des palais et des temples. Ce flottement du papier dessine un espace ouvert, destiné à accueillir le geste du corps. Ce geste peut être étroit, normé, comme celui des copistes médiévaux en Occident, ou plus ouvert par exemple dans la calligraphie orientale. Les gestes d'écriture alors deviennent amples, le pinceau s'allonge parfois démesurément comme dans ces écritures d'herbe, ces écritures folles qu'on vit en Chine ou au Japon ancien. Si l'on veut que l'écriture soit visible, il faut que dans un style cursif le premier abord reste difficile à lire. Ainsi s'expliquent ces déformations, qui ne sont que des façons de caracoler avec le papier. J'exagère l'écriture, disait Christian d'Autremont en parlant de ces logogrammes. Alechinsky dans son film Calligraphie japonaise a merveilleusement mis en lumière, lors de la scène finale du film, ce dialogue entre l'encre et le papier. On y voit Toko Shinoda, d'un grand pinceau d'environ 80 cm de poil, balafrer comme d'un coup de sabre la surface du lait de papier. Le papier alors est page largement ouverte, comme une plaine, pour accueillir les chevaux roulants de l'écriture déliée. Au XXe siècle, dans le groupe Gutai, on se vautre sur le papier. Comme dans le groupe Bokubi, on voit Shirio Morita marquer le papier d'une encre large avec des pinceaux épais, plusieurs ensembles, liés entre eux. Le papier est l'espace du corps, non pas de la scène donc, mais du corps offert sur cet espace à cet art presque martial qu'est l'écriture, via le pinceau, tel un sabre et l'encre. C'est une sorte de théâtre du monde qui se joue sur la page, parfois presque à grandeur réelle. Certes, matériellement, le papier a beaucoup des caractéristiques du textile, puisqu'il vient de fibres analogues. Il peut faire des plis, se chiffonner, se casser ou esquisser un volume. Il évoque donc à la base un continuum, puis des accidents. Le premier accident, selon la théorie des catastrophes, c'est le pli. Le pli est la figure archétypale du papier. Le papier est offert intégralement dans l'affiche, le recueil d'étampes, le porte-folio. Mais dans le livre des plus classiques, la feuille est pliée. La feuille d'imprimerie est originellement conçue pour être pliée in folio, in quarto, in octavo. Faire un livre, c'est plier des feuilles, les replier, puis les coudre, et par après, ouvrir le bord caché qui empêcherait la lecture. Mais ce pli de papier n'est pas tant qu'une involution, qu'un cassage brusque, avec un revers. Il insiste sur la discontinuité, plutôt que sur la courbe sinusoïdale qui pourrait l'adoucir. Le pli du papier opère un décrochage radical, un retournement à 180 degrés. Alors que le pli du tissu reste hanté par le drapé et l'enveloppement baroque, le pli du papier, le pli d'origami, est une entrée dans un monde des brisements et du fractal. Ce pli est indispensable, sans lui pas de codex qui vaille. Dans le livre d'artiste, le pli d'origami est le vecteur qui met le livre en partance vers l'objet. Le pli d'origami affiché, multiplié, hors tout massicotage, est beaucoup employé dans le livre d'artistes contemporains, en France, aux États-Unis comme en Asie. C'est sa marque de fabrique, sa géologie intime stratifiante déstratifiante. 4. Le livre d'artiste. Le papier est originellement lié à la question du livre. Le livre est l'instrument fondamental, originaire et régulateur de toute civilisation moderne. Ce rapport papier-livre, au moment où le livre est le plus attaqué par d'autres médias, n'a jamais été autant exploré que dans le livre d'artiste qui est un peu comme un observatoire du livre, et un pôle d'expérimentation. Explorer la matière du livre n'est pas une question banale, mais la condition de sa transmission et de sa survie. Après la naissance de ce genre qui remonte à la fin du XIXe siècle, le livre d'artiste s'est aventuré vers une cohabitation avec la poésie. Mais ce rapport est trop abstrait, trop religieux. C'est pourquoi le papier est une interrogation nouvelle qui se place aujourd'hui au cœur de sa matériologie, et l'a profondément transformée. Les livres d'artistes ont fleuri dans les dernières décennies, interrogeant précisément, aux côtés de la typographie, de l'illustration et de la reliure, le papier. On veut parler de cette appellation livre d'artiste et non des artistes books qui insistent plutôt sur la mise en maquette du livre, sur papier souvent très ordinaire. Le livre-thèse d'Anne Meuglin Delcroix esthétique du livre d'artiste, qui en fait parlerait plutôt des artistes books que des livres d'artistes,
n'attache que peu d'importance au papier, aucun chapitre n'y étant consacré. Sa préférence pour le livre minimal et conceptuel l'amène à passer le papier sous silence. On le verra pourtant fortement impliqué dans les livres qu'elle analyse, avec beaucoup de dispositifs en Leporello, et même certains titres comme le Wallpaper de Gordon Matta Clark, qui soulignent l'aspect feuilleteur nuancier du livre. Mais on remarque que le parti pris sur le livre d'artiste est autre, insistant sur les concepts de collection, d'inventaire, d'accumulation, de classification, de souvenirs, d'archives, de série, de temps, de finitude, de confrontation, de série, d'écriture, de narration. Bref, les concepts sont nombreux dans cet excellent livre, à bien des égards incontournables quand on parle du livre l'artiste, mais pourtant il masque la question médiologique du papier, non seulement en tant que matériau, mais dans la conception structurale et déconstructive de ces livres. On tourne autour de la question en travaillant les concepts de boîte, de valise, de classeur, mais sans aborder la question du papier, si évidente rien qu'à regarder les reproductions même des livres. Les livres d'artistes tels qu'ils ont été travaillés par les grands artistes et leurs écrivains insistent en revanche sur le vecteur papier, qui conditionne à la fois la forme et le développement des stratégies de lecture. Ils offrent des modes de pliage, de découpage surprenants, toutes sortes de replis et d'anomalies dans leur physique, que soulignent les montages en accordéon, les liaisons en spirale. Mais ce peut être aussi, plus que la structure, le sens historique du papier qui donne la dimension du temps. Les lettres, les vieux papiers, cartes, plans, billets de banque ou titres sont là pour rappeler le passage du temps qui rend le passé obsolète et pourtant rémanent. Cette persistance de la trace dans le papier, nul ne l'a mieux ressentie que Pierre Alechinsky dans Voirie sur papier ancien et actes notariés, La vie comme elle tourne et ses albums comme Crack, Serpent, Papier traité sur fond de vieux billets ou vieilles factures sur l'écorce et sans l'écorce sur fond de vieilles cartes. Le livre que nous avons fait avec Michel Butor ABC de correspondance, dessin sur la correspondance d'Arambert du XIXe siècle et de vieilles factures du début du XXe, nous a servi à dégager une dimension poétique du support due à cette altération suave du matériau, jauni, corné, sali, mais pourtant resplendissant d'un passé ressurgi quelque peu proustien. On voit que le prix du papier se monnaie et se démonétise sans cesse, si une trace ou place nouvelle ne vient le réanimer. 5. L'archive et la mémoire du papier. L'archivage, suppose une dureté austère et douloureuse. Pierre gravée, ostraçons, tessons, écriture sigillaire sur les colonnes. Toute cette tracéologie est pensée par l'histoire, les pensées de l'histoire comme un univers du solide, de ce qui a résisté au temps. L'historique est ainsi un durcissement de la trace, vue dans sa massivité, ce dont témoignent les palais et les édifices. Penser à archiver la fluidité dans laquelle la vie se meut, cela peut paraître une contradiction théorique, mais c'est aussi la gageure à quoi l'espace historique du livre tend. Au lieu de la marque d'incision, entaillée, gravée, dans quoi les origines de l'écriture plongent, on verra se substituer d'autres formes infiniment plus malléables qui rendent l'archive fluctuante. Le papier précisément a fini par triompher des autres supports plus rigides, parce qu'il manie la superposition et la combinatoire. Comme dans le rêve, tout se fait et se défait sur le papier, la fiction et l'inconscient modulent leur voix et leur mythe. L'archive, de façon générale, regarde vers l'institutionnel. Le papier se substitua bientôt à la pierre trop lourde et qui pouvait casser, et au rouleau gravé, au parchemin aussi qu'on pouvait facilement gratter et falsifier. Elle devint plus mobile et surtout elle conserva mieux que d'autres supports la trace authentique de l'inscription. C'est pourquoi d'ailleurs le papier, à l'inverse du parchemin, a pris une valeur juridique. Scripta manent, carta canta, etc. Les écrits restent et font foi et peuvent se stocker, se consulter et se déplacer sans danger. La pierre ne se conserva-t-elle qu'en tant qu'elle fut en rapport dynamique avec le papier, dans l'estampage par exemple. Sinon, sa fragilité finit par la corrompre. De plus, dans le papier se trouvaient magnifiquement restitués des rapports dynamiques que sut si bien exploiter le manuscrit intime, le manuscrit d'auteur dont l'écriture se personnifia lentement, depuis une calligraphie assez anonyme au XVIIe, jusqu'à ces manuscrits romantiques si singuliers et impulsifs du XIXe que sont les écritures des lettres ou poèmes de Hugo, Baudelaire ou Mallarmé, ou ces pages de romans si nerveuses et raturées de Balzac, Flaubert et plus tard de Proust et de Céline. L'intérêt du papier, c'est qu'il a des profondeurs, et que ces profondeurs retiennent l'information. Il garde toujours, ce papier, les marques de l'inscription première. Autrement dit,
Le papier interdit le repentir et se place dans le flux d'une écriture en train de se faire. C'est ce qui en fait un matériau moderne, capteur de spontanéité travaillant avec les flux vitaux. Sur la feuille, le corps dense et le papier conservent les enregistrements de ces modulations infimes. Le papier garde en lui la dimension du voyage. C'est l'équivalent, mais infiniment plus mince, de la valise. C'est pourquoi les artistes au XXe siècle, comme Marcel Duchamp, Robert Filliou, ont mis des écrits, livrets, cartes, fiches, etc., dans des valises. Ils voulaient matérialiser cette mobilité fondamentale du livre ou du texte que le papier, apparemment léger, permet de déplacer à volonté. Le livre en vol matérialisé par ce papier fin est l'ombre de la mobilité infinie du langage, d'un parcours plus ample et plus obscur que celui de la roue. Marshall McLuhan a pu écrire sur la galaxie Gutenberg, sur l'invention de la lettre en imprimerie, comme histoire des médias. Mais quid du papier? Si the medium is the message, alors le papier aussi délivre un message plus fort qu'on ne croyait. En inversant la relation fond-forme, le papier parle d'un bruissement sous la langue, d'un espace mi-représentatif mi-réel, qui est un espace de toucher et de caresse. McLuhan a joué sur les mots message et massage, d'un champ anhistorique où les métaphysiques du vierge et du saturé de signes se nouent et se dénouent. À la dimension historique du papier se joint celle géographique. Le papier dit ses origines quant au sol sur lequel il advient. Au papier chiffon, de chanvre ou lin européen, le papier de la toile du travail au sens marxiste du terme, répond le papier de riz asiatique, nourrissant, infiniment plus riche et varié en fibres souvent non brisées, laiteux et opalescent, plus léger mais plus fort. Il y a une variété extraordinaire de papier chinois, coréen, japonais qui ne s'est pas tarie. La fabrication artisanale du papier répercute la production du lieu. Non seulement dans la pâte, mais dans la surface, le fameux grain du papier, se lisent les matériaux divers qui sont la trame même de la vie du papier. Plus lisible en Asie qu'en Europe où le papier obéit à une chimie arasante, la fibre de bambou en Chine ou la feuille de hanova à Madagascar affichent leurs origines autochtones, avec un rien d'exotisme. 6. Méditation sur mes papiers. Le papier est un peu comme ce que Barthes pensait du punctum, on peut en changer. C'est un support, un subjectile, mais en même temps sa légèreté en fait un élément mobile dans l'œuvre, et même un hors-champ relatif à chacun et aussi au temps. J'ai dit quelque part que j'utilisais tout papier. Évidemment, ce n'est pas exactement bien dit, ni bien vrai. Ces papiers sont ciblés, ils donnent parfois une unité pour des périodes de l'œuvre, mais leur utilisation n'est pas linéaire, ils vont et reviennent et je serais bien en peine d'en faire le répertoire complet. La lecture du livre d'Odile Osda-Perrin m'a amené à une réflexion profonde sur ce qu'avaient été mes papiers. En même temps que j'essayais d'en changer, comme un résistant, les papiers utilisés m'ont fait comme une carte d'identité artistique, au sens presque policier. Jeune critique d'art, vers 1977, écrivant le livre sur Ania Staritsky, Matière et talisman, dialogue avec Michel Butor, j'étais allé voir Georges Duchesne au Moulin de la Roque. Il venait de se disputer avec l'artiste au sujet d'un film qu'on faisait sur elle, lui avait fermé sa porte. Finalement radouci, j'ai pu parler avec lui de sa fabrication, des filigranes ombrées, des trous dans la masse de la feuille qu'affectionnait Ania, de la teinture dans la masse, et j'ai acheté là mes premiers papiers chiffons sur lesquels j'ai réalisé des gouaches assez colorées, certains papiers de ce bleu virant à l'anthracite. C'était le début d'un labyrinthe. J'ai multiplié les œuvres sur des papiers aux sensations fort diverses, et c'est peut-être sur ce domaine de la sensation au papier, que ce soit dans les œuvres graphiques ou les livres d'artistes, que je pourrais apporter quelques remarques qui ne soient pas dans le texte d'Odile Osda-Perrin si riche et à bien des égards exhaustif sur le papier. La série ancienne de mes écrivures, vers 1975 à 1982, a été faite en partie sur des papiers Bristol, parce que je cherchais le lisse qui permettait à ma touche de glisser avec grande facilité et laisser une plus grande empreinte. Le papier ne devait pas absorber la matière, mais laisser la touche en surface. Ce n'est qu'à la série suivante des aspersions, dont relèvent les livres Intempéries, Rosé avec Michel Butor, que j'ai commencé à utiliser le vélin d'Arche. Ce papier absorbant me permettait de mouiller complètement la feuille de mes gouttes d'acrylique dilué.
Ce papier était lié à l'imprégnation, à la pluie. J'ai eu l'idée ensuite, avec Michel Butor, de travailler sur des papiers plus minces. J'ai acheté un papier machine verger assez luxueux de grammage 100 ou 120 GR qui contient du coton, de marque Conqueror, dans une boutique non loin de la librairie Galerie Oblique. L'appel du large, en 17 feuilles largement aspergées, a été fait sur ce papier Conqueror blanc cassé, marouflé ensuite sur des feuilles d'arche légèrement plus grandes. En travaillant plus tard avec l'imprimeur, éditeur et artiste Patrice Poupron, nous avons utilisé le papier pur fil Johanneau d'Argent-Marie, absorbant et pelucheux. Dans cet esprit d'une surface douce et pourtant réceptive au lavis d'encre, ont été faits basse-lyre, trame et l'outretemps. Avec Poupron aussi, qui travaillait sur des emballages de papier fin d'œuvre ficelé, j'ai fait des dessins ou lettres manuscrites sur papier vert qu'il a emballé, c'est Primalus, dans ces mêmes éditions La Garonne. Vers 1986, je suis retourné au Moulin de la Roque, où j'ai acheté des papiers de 1,30 sur 1 mètre, en grandes feuilles fabriquées manuellement, que j'ai aspergées et marouflées sur toile, ce qui a donné toute ma production de tableaux des années 1987 à 1990. Le stock de papier de format plus petit et plus fin a servi pour de nombreux livres d'artistes, par exemple le Gamarche avec Jean Cortot, où les feuilles sont pliées à droite puis montées sur onglet, ce qui, déplié, donne l'effet d'une lanterne magique. Les livres avec Grégory Mazurowski ont été réalisés aussi sur ce papier. Peu après, j'ai acquis de minces rouleaux de papier chinois dans une boutique de la rue Linné, non loin des éditions Galilée où je me rendais souvent. C'étaient des papiers en rouleau d'environ 35 cm de large sur 135, dont je collais parfois 2 laits à la suite pour faire cette série des totems de la journée montrée lors de ma rétrospective au musée de Saint-Lô. Mais dès ma première exposition en solo à Coutances en 1984, j'avais travaillé sur un papier de Chine plus large, qui était très peu absorbant et gardait la trace de peinture aquarellée en surface, à recouvrir entièrement les murs. La galerie était transformée en une chambre lumineuse et le papier renvoyait lumière et couleur en les mêlant ensemble, un peu à la façon de James Turrell. L'effet était produit non par les projecteurs, mais par la réfraction de la couleur sur le papier, couleur elle-même stratifiée, de gouttes en superposition transparente. Ce dialogue entre papier, couleur et lumière était la création parfaite d'une atmosphère. Il renvoyait à l'usage oriental des parois coulissantes, en les portant à l'incandescence par la couleur. Le catalogue de la rétrospective de mes livres d'artistes à Avignon en 1991 fut tiré sur un papier industriel des papeteries Lana, à fort grain blanc de 160 grammes. Dans les chutes abondantes, puisque le catalogue en 2 éditions fut tiré à 2000 exemplaires, j'ai fait par la suite de très nombreux dessins à l'encre et au lavis. Même encore une grande série en 2012, avec une trace de lavis d'encre très édulcorée qui semble survoler la feuille, présente le geste naissant à sa source. Cet effet de course qui ne se sédentarise est l'espace même du déplacement que sollicite la feuille. En 1991, en travaillant à Flore danoise, illustré par Alechinsky, avec le graveur et éditeur Robert Dutroux, nous avons opté pour le Hannemühl. Ce papier de cellulose, que j'ai rencontré là pour la première fois, a joué un rôle considérable ensuite, puisque je me suis rendu lors de la préparation de mon exposition Berlin Palimpsest à l'usine de Berlin, et acquis des papiers faits main, du reste fort coûteux. Je n'ai appris que très récemment que le Hannemühl avait servi à fabriquer les faux billets de l'opération Bernard, ces billets si bien imités qu'ils étaient indiscernables de leur modèle, visant à déstabiliser l'économie de l'Angleterre. C'est avec ce papier que je travaille mes grands lavis de tête, ou de paysages interstellaires, parce qu'il garde à la perfection le mouvement de matière lancé dans l'espace. En 1994, le catalogue de mon exposition Berlin Palimpsest, pour retrouver ce thème du palimpseste, était recouvert de papier calque. Un certain nombre d'œuvres dans le catalogue étaient aussi reproduites sur calque. On trouvait ainsi une superposition image-texte, imprimée ou manuscrit, plus ou moins modulable selon le tournoiement des pages. Ce n'était pas la fin de mes aventures avec le papier. Je me suis rendu de nombreuses fois en Asie, en Corée à partir de 2004, où j'ai fait des collaborations avec Yeo Tae-mayong, Kim Sun-do. En Corée, j'ai trouvé un papier très épais en petites feuilles rigides particulièrement difficiles, mais dont le dépôt à sa surface était spectaculairement miroitant, comme des perles de rosée. Plus tard,
J'ai utilisé ces dépôts d'encre sur des papiers très encollés qui donnaient l'idée d'une trace en train de s'effacer. Dans des œuvres récentes avec Mojgan Molehi, des livres d'artistes sont fabriqués avec du carton ondulé, des restes d'emballages ouverts, sur lequel revient le signe d'écriture et un blanc de fond qui tente de l'oblitérer et révèle dans le moindre relief l'accumulation des traces et des strates. J'ai travaillé ainsi sur un très grand nombre de papiers qui jouent sur la transparence. Je ne fais pas cette énumération pour montrer l'abondance ou le sens d'une quête personnelle. La recherche de ces papiers a été une traversée de territoire. Si le papier est né d'abord en Chine, n'est-ce pas pour rappeler cette interdépendance des phénomènes, ce voyage à travers la multitude des êtres et la pluralité des phénomènes, si chers au taoïsme et au bouddhisme Chan. Alors que l'écran ramène à l'unité, ou même déjà le papier machine, ces papiers multiples à usage artistique retrouvent l'expansion originelle de l'univers. Ce n'est pas le signe qui est important, cette immobilisation fictive, mais le parcours à travers des fibres étranges, des fils multiples dont le papier fait la trame. Le papier nous amène à ce que Duchamp appelait l'inframince. Même si certains artisans ou artistes se sont tournés vers la fabrication de papier épais, le papier est fondamentalement mince. Plus que de considérer le papier comme écran, il faut le concevoir comme un monde flottant non mesurable. En lui s'égrènent des éléments des origines et des lieux qui entrent en dialogue avec la pensée présente. Ce flottement dans l'espace et le temps donne l'idée curieusement d'une densité de présence. Car nous pouvons habiter tous les espaces interstitiels. 7. Nouveau corps de papier. Le papier est doublement habitable. Il peut se faire volume par superposition, froissement, plissement et laniérage. Il peut se faire spectre par habitation sépulcrale, tels ces manuscrits, cette correspondance, si évidemment l'habité de tel ou tel écrivain. Ainsi fleurissent les fonds d'archives, les papiers qui se rassemblent autour de Hugo, de Brecht, de Nietzsche, de Barthes, de Sartre, engendrant des musées, des maisons, ou seulement des fonds, des legs. Ces ensembles de papiers ne désignent pas des corps pleins, mais des fils. Le papier a engendré la conception d'un nouveau corps qui se dessine par ses méandres et ses flux de sensations, de pensées, autour d'un nom propre, avec un réseau singulier qui lui fait résonance. Le papier acquiert alors une force totémique. Il est le masque qui désigne un référent absent, plus ou moins caché, plus ou moins nommé. Car le mystère de ces fonds de papier, c'est qu'ils sont insondables. Ils recèlent des trésors de pensée et de graphisme qui se dévoilent peu à peu pour nous donner un autre régime du temps dépassant les limites de l'humain. Ces totems de papier livrent des ombres secrètes et des tâches. Ils nous offrent des vies sans tabou, avec un corps libéré des contraintes dans sa vie entume. Bref, le papier est une sorte de support polymorphe qui déploierait ses artefacts hors de lui. C'est cette tendance du livre d'artiste qu'on voit se déployer aujourd'hui. On avait jusque-là trop pensé le livre comme codex de pages empilées régulièrement, pareilles les unes aux autres, qu'il s'agissait simplement de survoler. Ces merveilleux volumes creusés de Michel Vachey, 1939 à 1987, le fondateur du groupe Textruction, affichent une descente comme dans les sous-sols du temple. Ces livres cutterisés s'enfoncent par strates dans le dédale des pages, évoquant par là tout l'artifice et le théâtre que constitue l'ordre du lisible égrené au fil des pages. Cette ouverture du volume est une anatomie. Elle mise sur la déconstruction, affiche tout le processus de lecture comme un fantasme, et dénonce la structure visuelle de composition comme un appareil d'état. Dans la tendance nouvelle, le livre est plutôt conçu comme un organisme qui articule pièces et plages, semblable à un vêtement ou une armure. Cette tentative reconstructive donne un équivalent du cyberespace, mais plus matériel. C'est un matériau écologique habitable. Le papier fait demeure. Il joue seulement sur l'espacement, l'intervalle, ce que les Japonais appellent le ma. Le ma est un écart d'espace-temps, qui remet l'objet, ici le texte, en situation à partir de ce subjectif qu'est le matériau papier. Il y aurait une sorte de trajectivité, le concept est d'Augustin Berck, par quoi le texte serait irréductible à l'en-soi de sa conceptualité, ou de son sens, ce rapport signifiant-signifié si cher aux linguistes. Il en résulterait une co-suscitation du texte et du matériau papier à quoi le livre d'artiste travaille dans une intimité quasi amoureuse ou violente, dans le cas des livres de biblioclastes. Dans les derniers développements du livre d'artiste, ceux-ci deviennent de véritables sculptures mobiles. Ce sont des corps comme ces œuvres de Li Hengbo qui s'allongent en s'ouvrant.
ainsi les coups des personnages faits de pages empilées deviennent des serpents. Doug Bubb a aussi manié de façon surprenante les livres en creusant des volumes traditionnels, jusqu'à faire surgir de leurs intérieurs des formes animales ou autres. Déployées en cylindre, les tranches des pages ondulantes comme des vagues deviennent prétexte à la fabrication d'objets aux formes effervescentes. Le volume lève comme un mirage et rend les contours de ces objets tremblants et incertains. Il y a une poétique de la frontière née de l'effervescence de la page, due à sa minceur et à ses ondulations plissées. Ces artistes jouant avec le papier sont légion. Depuis Jiří Kollár 1914 à 2002, qui travaillait surtout sur les collages et les froissages, Constantin Xenakis, né en 1931, avec ses livres-objets souvent des rouleaux, Max Soz, né en 1933, et ses livres fermés, feuilletés offerts aux intempéries et sédimentés, Tom Phillips, né en 1937, et son Humum avec ses réseaux arachnéens de parcours et de sens, jusqu'à Doug Bubb, né en 1950, qui ouvre les livres comme des lanternes magiques, Guy Laramé, né en 1957, qui creuse ses livres et les ensemences de verdure comme des montagnes et vallées japonaises, Nathalie Dumonteil, née en 1960, avec ses livres-objets en dentelle de papier ou carton, ou sculptures de papier mâché, Lombinchen, né en 1964, qui fait des sculptures de tête où le livre se fiche, Brian Detmer, né en 1974, où les creusements s'enchaînent comme des engrenages et des labyrinthes occultes, et Georgia Russell, née en 1974, qui fait des livres en lanières échevelées comme des scalpes agités par le vent. La liste des artistes du papier sculpté serait longue à établir, innombrables sont les pistes. Sur le continent américain, le livre déconstruit subit toutes les excavations, les creusements, les dissections, dues au scalpel, au massicot ou seulement au temps. Il ne s'agit pas d'un livre travesti, mais d'un spectrum hantant le monde. Et surtout ces papiers, délaissant les stratégies de la seule mise en page, lèvent vers des corps volumineux, puissants, autonomes. Puissent ces livres-là protéger notre passé et dynamiser le futur. C'est là leur utopie. Au moment de clore ce préambule, je pense à tous ces papiers qui m'ont accompagné, non seulement les papiers pour artistes, mais ceux destinés à l'écriture, mes premiers cahiers d'écolier quadrillés sur lesquels j'écrivais des traces cursives sans savoir encore écrire, ancêtres de mes écrivures. Puis sont venues les rencontres avec les écrivains, les premières cartes découpées envoyées par Michel Butor à partir de 1971, les lettres de Sartre et ses gros manuscrits sur papier aux carreaux verticaux qui m'ont accompagné toute ma vie, les mots de Georges Perros au dos d'aquarelle, les lettres de Barthes sur papier à en-tête qu'il utilisait à l'italienne, coupées au format A5, les manuscrits de Dautremont sur des papiers de récupération si pauvres et ses lettres sur du papier lapon, si léger, si transparent. Tous ces compagnons d'écriture et plus tard d'œuvres plastiques furent guidés ou déplacés par ces guides de papier, emportés, retournés par ce démon ductile. À cette question du papier se substitue celle du sujet de l'écriture et de sa formation, à quoi le papier fournit matériellement un autre stade du miroir. Et la question du livre à quoi nos civilisations sont si intimement liées, et qui traduit à la perfection leur matérialité et leur sublimité, leur fragilité aussi, car les ouvrages comme l'humain sont terriblement précaires. Maintenant, il est temps que soit scanné le matériau même du papier, très moderne, quoi qu'on en ait dit, si complexe et si énigmatique, d'où est née cette pluralité des mondes du goût et de l'esprit. A. Matière de papier. Transparence, matière d'entrée. Écrire sur le papier? Pourquoi pas? D'ailleurs, ce n'est pas si évident. Curieusement, bien que l'observation puisse en paraître naïve, le sujet de cette étude repose d'emblée sur son objet, le papier. En effet, cette réflexion qui se voudrait être de fond à propos du papier se fait précisément sur ce fond de papier, avec le papier, à même le papier. Redondance sans prétention autre cependant que de sensibiliser au fait que cette thèse ne s'adresse pas à la seule distraction de l'esprit, mais bien aussi à l'appréhension des sens interpellés, dès l'abord, dans cette présentation en est sur papier. Autrement qu'un simple jeu tautologique, cette suggestion attentive amorce de fait dans un dialogue alternatif matière-concept, sensation-réflexion, la proposition de ce discours annoncé par ce mot d'ouverture, transparence. C'est bien de transparence dont nous allons parler à propos du papier en vérité. Transparence en référence, transparence en interférence et même en interréférence au long de ce cheminement qui a pour trame foncière une aspiration curieuse à mettre au jour les aspects sous-tendus de cet élémentaire objet,
la feuille de papier. Transparence. Les références étymologiques en donnent un aperçu succinct. Cependant, sous ce vocable, s'entendent deux propositions qui se conjuguent et se complètent exposant de façon constante ce qui s'opère dans le phénomène. Trans, préfixe latin, traduit le sens de par-delà de, à travers, ce qui pose d'emblée la nature relationnelle, le lien analogique de la manifestation, mais aussi la traversée, la communication, le vecteur, le passage. Parens, du verbe impareo correspond à paraître, apparaître, se montrer, être visible, en harmonie avec. Cela suppose une parution, une apparence, une présence active figurative d'un contenu, mais aussi la puissance réactive d'un corps traversé par un agent lumineux. Il apparaît à la fois comme lieu performatif intermédiaire d'une manifestation lumineuse mais aussi par extension analogique, ce qui apparaît dans l'esprit, la résultante imaginaire d'une superposition ou confrontation de facteurs différents. Transparence traduit donc l'avènement lumineux à travers un substrat, mais aussi l'événement de ce qui apparaît et transparaît dans l'imaginaire, le non visible. À la fois principe neutre et actif, la transparence désigne le milieu récepteur en même temps que le phénomène intermédiaire de la réception. Dans une association des contraires, elle est à la fois la présence et l'absence, le contenu et le relais, une adéquation entre le signe et le signifiant, l'étant et le mode d'être. Pour ce faire, elle se fonde sur la combinaison matière-lumière dans une relation de cause à effet dans laquelle le processus cognitif est impliqué et tributaire. Transparence est donc loin de l'évidence qui proclame « c'est du tout vu », même quand il s'agit d'une simple feuille de papier d'apparence si banale qu'elle en paraît transparente. Pierre-Marc de Biasy et Karine Dupliski ne s'y trompent pas. Sous le message, le médium, sous le médium, le matériau. Le papier demeure. Il est la matière même des monuments de mémoire sur lesquels reposent la langue et la nation. Le papier transmet. Support d'écriture et de l'image fixe, il est le grand opérateur d'une continuité temporelle qui garantit, d'âge en âge, les conditions d'un débat ininterrompu avec les générations passées. Le papier circule. C'est sur lui que reposent depuis des siècles les chances du dialogue entre les cultures. Le papier informe. Opérateur permanent de communication, il est encore, sous la forme d'un livre ou la page imprimée, le support essentiel des échanges intellectuels de notre temps. Or, ce médiateur de culture, sans lequel notre monde ne pourrait pas même se concevoir, reste spontanément transparent au regard, à la fois diffus et invisible, toujours effacé sous le message dont il est porteur, impensé, oublié. Le temps est venu de fêter le papier, de le donner à voir dans ses dimensions réelles, pour rendre hommage à ses éblouissantes métamorphoses, célébrer ses multiples renaissances et avec lui, à travers lui reconstituer le fantastique itinéraire de notre propre genèse. Cette invitation à parler des clartés comme des mystères d'une feuille de papier, sous le jour de ses transparences, montre l'ambiguïté de cette proposition. Cependant, ce pluriel significatif d'équivoque, qui jongle de la disparition autant que de l'hypervisibilité, énonce en remarques indicielles que quelque chose se passe sur le fond mis en question. En degré de médiation variable, cette notion ouvre le réceptacle au perceptible, en fait un champ du sensible et de l'intelligible jusqu'à même signaler l'effacement de sa remarque. Entre les bords du visible et de l'invisible, ce compromis de papier est mis en scène en vue d'un discernement autre. La figuration de la matière embarrassée de transparence avoue sa difficulté d'être dans son mode d'apparition en surimpression de transparence difficile à discerner, tout en laissant paraître un fond de vérité. Dans ce jeu du va-et-vient de l'intervalle n'ayant pour centre et intérêt que l'épaisseur d'une feuille de papier, figuration et représentation s'y sont cependant engendrées. Cette acception liminaire renvoie à une notion anciennement usitée chez les Grecs sous le qualificatif de diaphane, transparence étant la transposition en latin médiéval. Dans la proclamation aristotélicienne, il n'y a que du diaphane. Le Stagyri tente déjà de définir cette mystérieuse médiation et résultante d'une combinaison entre la sensation et la pensée, autrement dit ce passage intermédiaire qui donne de l'esprit au corps ou du corps à l'esprit en quelque sorte. La transparence ainsi se définit comme interférence et s'en réfère à un passage, ce qui induit l'idée de milieu, d'intervalle, de lieu intermédiaire, intermède indispensable à sa cohérence. Elle s'interpose aussi entre un objet perçu et un sujet percevant, et les relie en médiatrice l'un à l'autre.
La transparence fait émerger ce qui se passe dans le milieu qu'elle traverse, milieu où s'intercale la feuille de papier, en texte, prétexte et contexte, dans une approche concrète et phénoménale. Transparence. Ce mot étrange et envoûtant est une entité si mouvante qu'elle approche l'utopie que les siècles, habités de modes de vie différents, n'ont eu cesse de poursuivre. Travestie de colorations diverses et divergentes, elle n'a cessé d'être interrogée et interprétée de multiples façons, laissant se refléter dans son miroir emblématique une vision du monde et un mode de fonctionnement d'une société à un moment donné. Le papier, comme témoin et acteur de son temps, a toujours été impliqué dans les évolutions culturelles y jouant un rôle important. Ces métamorphoses et métaphores, diversement, en ont réfléchi les échos. C'est donc une entreprise bien plurielle et complexe que de traiter des transparences du papier dont l'aventure se trouve à la nôtre intimement liée. Les deux entités qui suivent en intitulé ne réduisent guère le champ d'exploration. Métamorphose et métaphore jouent du même préfixe méta comme pour en souligner les innombrables variations. Méta exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, à côté de entre ou avec, mais aussi, souligne Michel Serres, le hors du classement, le résidu, le hors limite. Concédons d'emblée que toute la lumière ne peut être faite sur le propos annoncé. Ce n'est que sous certains angles de vue qu'un éclairage pourra être porté sur des aspects du papier. Transparence associée au méta de forme et de concept rejoignent ce que Gaston Bachelard qualifiait de complexité essentielle, reconnaissant de fait l'impossible maîtrise d'un seul point de vue. Transparence, donc mot de passe pour une histoire de papier toujours à raconter, mais que n'a-t-on déjà écrit, dit ou fait sur le papier? Support, sujet et objet, surface, en grammes, en coupe et découpe, en étendue et volume, feuilles et pages, marges et remarques, dans ses plis et replis il a déjà fait couler bien des flots d'encre. Prétendre encore parler de lui semble téméraire quand, à l'aube de ce troisième millénaire, le temps, la distance, le rythme de vie s'accélèrent. Pourtant, le papier est là, présent sous toute forme, en tout lieu, à tout moment. Il tapisse notre univers partout à discrétion, captive sans cesse nos sens, se garde ou se jette, pèse lourd bien que léger, se range mais reste perturbateur de l'ordre. Ce savoir-faire, bon à tout faire, se rompt à tous nos besoins sans épuiser nos désirs, se plie, se froisse, se déchire, renaît de son rebut. Confident de nos pensées, gardien de nos biens, témoin de nos actes, sa fragilité régente le monde. Maculé ou immaculé, il est partout, prêt, paré, apprêté, approprié, apprivoisé. Il semblerait qu'il y ait même quelque chose de rassurant, d'apaisant, de nécessaire de sentir encore autour de soi la présence du papier. Il nous rattache au passé, au présent, au concret, au sensible. Nous avons vaguement conscience que sa disparition créerait un manque, un déséquilibre, une glaciation. Il constitue une part de notre existence. Omniprésent dans notre univers, ce vieil ami séculaire nous accompagne sous les formes les plus diverses, agent discret, familier, fidèle, disponible, domestique. Curieusement pourtant, sa présence diffuse est souvent invisible. Les écrins et les joyaux de papier qui parsèment notre quotidien demeurent souvent imperceptibles. La réalité du papier disparaît derrière sa nécessité et généralement, c'est souvent sous sa forme insignifiante et dérisoire, son aspect détritus, que sa présence redevient visible. Le papier fait écran à sa propre beauté, il encombre, déborde, traîne, fait désordre. C'est avec désinvolture qu'on le déchire, le froisse, le jette, le brûle. Médium, média, matière, matériaux, les divers usages du mot papier jouent de façon équivoque dans laquelle signifiant et signifié s'entremêlent. Du papier journal au papier de soie, du calque au sans-papier, la panoplie de nature et de sens est vaste. Mettre au clair tous ces bouts de papier pourrait être encore raison suffisante d'énoncer, transparence, en début d'intitulé.
À moins que, à l'heure où nous jouons de la transparence, où tout tourne autour du vocabulaire de la transparence qui absorbe l'esprit du temps, où la virtualité s'intègre dans le réel, où l'image surgit à la vitesse de libération, cela ne soit aussi sans aucun doute une façon de remettre le papier au goût du jour. Il semblerait même que, loin de perdre de sa vitalité, il profite de cette ère luminescente pour s'ennoblir de nouvelles parures, magnifiant sa présence en tant que telle. Il se frotte au luxe, à la modernité, pavane en gammes infinies de couleurs, effets de surface, grains, épaisseur, interpellant sens et esprit au must de sa puissance métamorphique et métaphorique. Ces déplacements d'apparence n'ont jamais fini de surprendre. Un regard toujours nouveau se pose sur le papier sous le prisme de ce no man's land, de la transparence. En guise d'entrée en matière, nous observerons ces transparences à portée de vue qui d'emblée introduisent une idée de clarté. La représentation de ce papier pris à son propre jeu de claire apparence sous la lumière expose même, sous certaines conditions, une des propriétés de sa matière d'être translucide. Ce constat de transparence découvre un des aspects fascinants du matériau qui est de révéler, sous le rayonnement, les intrigues de sa texture. La translucidité nous fait entrer à l'intérieur de la matière, elle y opère une hypertrophie du visible. Cette entreprise médusante incite à la dynamique du regard, convoque l'esprit. Cette plongée au cœur de la matière nous conduit à remonter son histoire, à en suivre l'aventure technologique, à examiner la nature même de ce substrat capable de tant de métamorphoses. À travers cette démonstration rayonnante se décèlent alors les qualités singulières de cet artefact qui constitue sa mémoire, invariant de la variation, le générique papier les supportant précisément parce qu'il conserve ses vestiges. Sous ce jour lucide, nous prêterons attention à certaines formes d'apparition particulières propres au papier. Le filigrane avec un œil inquisiteur, les lignes d'eau et les paires ou sourdes des transparences infuses et les subtilités du calque, si représentatif, mis soudain au parfum de la modernité. Dans une première partie, nous présenterons donc la nature de ce produit papetier en variation de transparence selon divers degrés et modalités, sans jamais sortir du fond de sa matérialité présente, du cadre de son étendue de feuilles de papier. Plus diffuse, plus confuse, d'autres transparences se discernent au-delà du visible. Avec un œil postmoderne, sous l'aspect support dans une seconde partie, nous glisserons dans leurs filtres, explorant plus subrepticement ce qui n'est pas toujours immédiatement perceptible. Le tamisé, le sous-exposé, le sous-entendu, oxymore du visible dissimulé. Le réel c'est le caché, le profond et l'intime, aimait dire Gaston Bachelard. Entre signifiant et signifié, la feuille prend une résonance pelliculaire particulière sur cette chose faite d'état de choses, se sont greffées tant d'appropriations et d'habitudes qu'elles-mêmes en sont oubliées. L'apparence n'est pas forcément évidence, bien des réseaux secrets courent dans ces entrelacs de fibres depuis leur destinée de support d'inscription, au point de devenir au cours des temps un résumé de confluence de signes. Main mise donc sur ce papier s'offrant foncièrement à la pensée, nous en sonderons la trame dense faite d'expériences concrètes, empiriques, sensibles inscrites dans la durée et en chercherons les cohérences ainsi configurées. Observons encore le parangon lisse de cette feuille-ci, cise, présente à portée, à y regarder de près son exposition fait miroir. Dans son ombre lucide se réfléchit notre histoire à travers la sienne autant que sa modernité. Se décèle une genèse, un principe, une étendue, des limites, des fragilités, des résistances, des plis et replis en dilemme conditionnel, des clartés et des opacités, des mises en page, des noirceurs d'encre sur blancheur raffinée. En somme, dans sa pâte feuilletée se cache toute une réserve de sens et d'intimité. Mais n'est-ce pas le rôle de la trace graphique, salissure opaque, de donner vie à son support et de lui permettre d'apparaître en tant que traduction d'une pensée ? Autrement dit, ce qui ferait la pensée serait tout autant le papier que les mots qu'on y inscrit en un entrelac de transparences infuses, diffuses, voire confuses. Une dialectique subtile s'établit entre le support et la chose supportée, chacun offrant à l'autre plus de sens, même s'il est vrai aujourd'hui que l'écran lumineux est venu en première touche saisir la verve de l'esprit, s'interposant, la différant, la distension de ce contact étroit avec son recueil coruscant régurgité en bout de ligne. Cette correspondance sympathique, néanmoins rivale, n'est-elle pas aussi un axe du propos, la liaison souterraine de ce retour au papier ? Cela nous amène, à l'encontre, à découvrir les fragilités soudaines de son rôle prépondérant tenu jusque-là en tant que support d'inscription devant les nouveaux attraits performants des moyens électroniques.
Ceci instaure une certaine distanciation vis-à-vis des méthodes jusqu'alors utilisées. Ce support hégémonique d'inscription se réduit aujourd'hui, se relativise, se métaphorise, perd à l'évidence de sa force structurelle devant les nouvelles tendances au fluide, à l'instantané, au mobile, à l'impalpable. Cette expérimentation nouvelle semble circonscrire une époque du papier, déjà en partie révolue. L'histoire de cette proposition concrète, visible, tangible et contingente, lieu de fixité de mémoire, d'apprentissage, qui nous a portés et supportés pendant tant de siècles, apparaît soudain comme une parenthèse à la fois très longue et très courte, terminable et interminable, dans l'histoire de l'humanité. Alors s'impose plus fébrilement le besoin de réfléchir sur ce pur phénomène de papier pas toujours perçu dans le vécu de l'habitude, d'explorer ce médium prédisposé à nos pensées et de regarder de près les raisons de ce retrait, les changements que cela opère et signifie sur notre mode de vie. En somme, avoir le souci de ce qui reste, et surprendre ce qui résiste face à la nouvelle luminescence instaurée. Dans ce glissement vers cet avenir, occurrence sans rupture, se manifeste le désir de mettre en valeur ce pourquoi il nous touche encore face au ressenti virtuel, mobile, instable, instantané de la mutation en cours et de goûter ainsi au mieux de sa présence, dans la continuité d'un passé et le prolongement d'un futur sans quelconque procès ni nostalgie. Sans la prétention ni le pouvoir de toute explicité, ce cheminement allographique cherche à révéler le papier sous un jour signifiant afin d'illustrer cette collaboration complice et opérante entre l'homme et son artefact, celle qui a forgé le sédiment, d'une histoire technique et matérielle, d'une histoire de projection et d'interprétation, d'une histoire enchevêtrée dans l'invention de l'homme et de l'hominisation, insiste Derrida pour qualifier ce que certains résument en matière civilisatrice. Liberté est donc acquise de jouer de ces transparences au propre comme au figuré sur ce fondamental point de ralliement. Topo à la fois lieu dans un contexte de temps et d'espace et lien de fibres sensibles avec l'homme, qui font que ce corps du papier nous tient au corps. Avec quelque indécence libertaire qui se voudrait poétique autant que poétique, feuilletons encore ce papier, feuille à feuille, page à page, en balade et balade, à l'aventure de ce qu'il donne, dit et dissimule. Dans une maïeutique du sensible et de l'imaginaire, ainsi mettons-nous à l'écoute de ce papier qui résonne, apprécions ce qu'il nous donne à voir qui fleurbon de tant de passé, contagion d'une inégalée saveur, goûtons de sa présence en devenant gourmet, au double sens du latin sapere où se joue aussi le devenir sage, tous les sens à l'épreuve d'un matériau afin de retrouver ce qui nous appartient. Apprenons ce que nous savons déjà de ce qui sous-tend la prétendue banalité pour apercevoir ce que nous n'imaginions pas, découvrant alors, ainsi que le souffle le poète, que chaque nœud du bois est plein de chants d'oiseaux. Dans cette quête attentive, au long de ces pages toutes de papier, se croiseront artisans et philosophes, ingénieurs et artistes, poètes ou chiffonniers. En une mendicité errante, nous les questionnerons sur cette feuille pleine de richesses que se partagent enfants, pauvres autant que rois. Suivant le principe d'un caractère positif puis actif de toutes les parties de la matière qui est en elle-même puissance, nous sommes entrés aussi plastiquement dans le cœur de l'affaire, avons touché du doigt au plus près les fibres de la feuille pour en exposer la puissance d'être par une puissance d'évocation. La source de l'inspiration plastique contemporaine est l'abandon du principe d'inertie. Désormais l'action attribue des qualités à la matière au lieu de les exploiter, analysait Pierre Francastel. Peut-être saurons-nous créer le choc dont parle Bazaine, de deux réalités aussi concrètes l'une que l'autre, celle du monde qui nous entoure et celle du monde qui nous habite, dans la création, soit la conjugaison de deux profondeurs, le dehors et le dedans pour qu'elles s'engendrent l'une, l'autre décuplant leur richesse. Simple élémentaire et sauvage raison de cette aventure sur papier qui se donne à voir et nous donne à penser, sans jamais cesser de nous donner à vivre. Évidence de ces transparences, la feuille de papier donne matière à réflexion. Odile Perrin, Réflexion en sourdine, détail, feuille de papier blanc 2008. Un petite histoire de jardinage. Élisabeth Beuret, papier de feuille. Petit essai de jardinage, reconnaissait Kafka, écrivant. La formule plaisante sert à propos cette recherche sur ce fond de papier qui compose notre paysage, et le riche terreau de notre culture. Parler du papier dans l'horizon d'un papier, alors que l'esprit s'émancipe dans les lumières de la virtualité, un regard nouveau semble soudain réveiller les léthargies de l'habitude. Une curiosité nouvelle se porte sur ce matériau devenu banal,
et qui pourtant nous accompagne au quotidien sous tant de formes et d'usages qu'il s'avère impossible à dénombrer. Il naît alors un besoin d'en sonder les apparences pour mieux en saisir les transparences infuses ou diffuses qui nous aimantent. Commencement ou recommencement, ce retour sur papier donne lieu à d'autres perceptions en vue d'une réappropriation de sens et de sensible. Toute connaissance de l'intimité des choses est immédiatement un poème. Il suffit, contemplant un papier venu des cimes himalayennes, d'y mettre simplement un peu de lumière pour retrouver la trame de son histoire, là, tissée, évidente sous nos yeux. La feuille se raconte, elle brode son aventure avec les marques de sa nature déposées là, sous-tendues dans la matière même du papier. Sous l'effet du rayonnement, l'œil plonge dans l'épaisseur découvrant la chimie des profondeurs, dévoilant l'alchimie de cet artefact avec le corps végétal, saisi, palpable, encore si palpitant qu'il prolonge un désir amoureux de sa contemplation. Sa pulpeuse réalité, tangible, concrète, apparaît là dans la clarté du regard l'obligeant à toucher de près son contexte naturel, terrestre en sorte, qui conduit curieusement l'esprit à s'élever vers la rêverie cosmique, l'onirique, le visionnaire, énoncé par Gaston Bachelard. Un pied sur les sables du rivage des traditions de l'humanité, l'autre sur la mer salée de notre cosmos non humain, observe encore le poète J.C. Powys. Chacun possède en soi ce désir de l'archaïque, de sonder la matière primitive, de chercher la trace originelle pour retrouver ses racines lovées dans des profondeurs toujours à découvrir et qui irriguent de leurs ramifications l'infrasensible. Odile Perrin, Intrigue perspective, Oculus dans un papier artisanal fait de racines de rhododendron 2006. La présentation de ce papier pris dans un jeu de claire apparence dévoile sa forme naissante, effleurant une vérité qui en expose aussi les fragilités. Ce constat de transparence révèle les intrigues de sa texture dégageant une forme de subversion de la matière qui, loin de lui enlever une partie de sa consistance, en réveille au contraire l'insistance. Cette feuille découverte, faite ici bizarrement de racines de rhododendron, laisse entrevoir sous son identité de papier l'étendue de son histoire, de son point d'attache à celui de son achèvement, au cours de laquelle métamorphoses et métaphores se sont infiltrées. Elle interroge donc et motive l'investigation. Son évocation avive une curiosité instigatrice. Cette navigation saisissante dans le réalisme de l'énoncé instaure comme une réponse à un besoin latent généré par un certain mode de vie moderne, où le rythme de vie ne nous offre plus guère le temps de goûter à ce qui nous entoure, et où le virtuel nous entraîne dans une perte de la réalité des choses. La preuve matiériste ainsi surexposée vient en contre-jour déjouer le vraisemblable de l'image virtuelle, ce dressage oculaire, que dénonce Paul Virilio, qu'opère la médiation lumineuse de l'écran. Vérité de papier rendu visible, la remarque de Barthes est souvent reprise. Papier de mille sortes, mais dont beaucoup laissent deviner, dans leurs grains moulus de paille claire, de bruns écrasés, leur origine herbeuse. L'exposition de sa texture prise en contexte conduit l'imaginaire au-delà du visible, promenant l'esprit sur son réalisme poétique. La poésie est l'expression de cet essentiel, constate Powys, l'essence de cette expérience de la Terre faite d'un petit nombre de choses simples et élémentales, soit l'art de simplifier l'univers et de le ramener à des contours précis. La lumineuse transparence de cette simple feuille découvre ses entrailles originelles porteuses d'un monde réel et imaginaire. Elle nous offre le plaisir, invisible dedans de la liberté poétique, de reconstituer la carte perspective et prospective de son aventure originale, formulée et toujours présente en son étendue cise de papier. À travers elle, la matière montre aussi ce qui se joue derrière elle, laissant filtrer les ombres d'un monde deviné qui pourrait servir de référence à ce monde d'apparence révélé par Platon. Cet aspect phénoménal de la matière, dans sa fragilité apparente, dévoile ce qui se joue en dehors d'elle, bien qu'à travers elle. Autre forme de transparence pleine de ces ambiguïtés perspectives pour conduire l'esprit à aller chercher la vérité dans sa réalité mais aussi en deçà d'elle-même, fracturer la surface impavide qu'elle sous-tend, aller au-delà de l'ici, entrer dans l'ailleurs. Au papier ? Quel périple ! Ta route est un roman. La feuille de papier porte en lointaine mémoire lexicale le souvenir de la fibre végétale du papyrus. Cette plante, sauvage, fabuleuse, surgit des eaux boueuses du Nil creusant son vaste fossé au milieu d'un désert de sable, servit aussi de parure gracieuse et aérienne à bien d'autres berges fangeuses africaines ou méditerranéennes. Prélude à la voyelle par ses frissons d'ombelle, en forme d'utile parasol, ce fin roseau un jour en se penchant fit signe.
De l'intuition naît l'intention, ce fut en Égypte, 50 siècles AV. J'y sais que des hommes conçurent l'utilité de ce don du Nil. Cette longue tige prismatique de plusieurs mètres fut découpée en tronçons, de leurs moelles fibreuses furent détachées de fines lamelles régulières qui croisées, humectées, martelées, polies puis séchées permirent d'inscrire quelques signes. Bienheureux papyrus qui ne cessa d'être le support de l'écriture des dieux, des reines et des pharaons, au point de partager, papyrus et pharaon, la même étymologie papyruro, le royal, et devenir ainsi socle et fondement de la pensée grecque classique. Léger, assez solide, facile à rouler bien que difficile à plier, abondant, le papyrus, dont l'Égypte garda le monopole jusqu'à l'époque byzantine, fut le support de prédilection de toutes les grandes cultures méditerranéennes, égyptiennes, grecques, romaines, byzantines et même arabes. Le cours des temps, parcouru de heurts et de malheurs, vit bien de ces précieux témoins disparaître. Ainsi, la bibliothèque d'Alexandrie, créée 300 ans avant notre ère, s'envola en fumée à l'arrivée de Jules César avec 1 million d'ouvrages, appelés volumina car faits de bandes de feuilles de papyrus collées ensemble. Précaution prémonitoire peut-être. À cette époque lointaine, de jeunes mortes étaient enterrées avec des papyrus roulés sous la nuque. C'est ainsi que les chants de l'Iliade furent découverts et offerts aux siècles ultérieurs, témoignages inestimables d'une épopée fabuleuse. Au moment des campagnes napoléoniennes, le papyrus n'existait plus en Égypte. Il y fut replanté à partir de plants de France provenant des pépinières du jardin botanique, alors divertissement de Louis XV le bien-aimé, sans qu'il soit absolument sûr qu'il appartienne à la même espèce. Il ne s'agit point encore de papier cependant, la technique utilisée ne l'autorisant pas, mais de protopapier à partir de la matière même qui fournira le papier, avec des gestes proches de ce qu'ils seront plus tard. Il fut bien tenté en Europe vers le XVIIe siècle de piler le papyrus, appelé souchet à papier, afin d'en extraire la fibre en une décoction humide et pâteuse et d'en tirer par filtrage du papier. Mais en vain, ne se laissant ni fléchir ni blanchir, le papyrus reste et demeure depuis plus de 4000 ans, ce qui est le record de longévité des supports d'écriture, l'épiderme de l'Égypte pharaonique. Itinéraire de diffusion de la fabrication du papier. Carte copyright Le papier, Grune 2002. L'acte de naissance du papier ne porte pas de nom mais celui d'un lieu, l'Empire du Milieu, fruit d'un peuple ingénieux toujours prêt à inonder le monde d'une invention révolutionnaire. Tout ce qu'on peut trouver en bricolant, le chinois l'a trouvé. Certifié Henri Michaud, inventoriant. La brouette, l'imprimerie, la gravure, la poudre à canon, la fusée, le cerf-volant, le taximètre, le moulin à eau, l'anthropométrie, l'acupuncture, la circulation du sang, peut-être la boussole et quantité d'autres choses. Sans oublier la culture des roses sauvages par simple plaisir olfactif ou plus intentionnellement la soie pour servir notre propos, ce bien avant le début de notre ère. L'eunuque Kailun, dont le nom se décline en Tselouan, Kelom, Tsailun, Tsailun ou Tsaulun pour plus de précision, et qui reçut un jour le titre de marquis de Lontigne, en serait l'honorable inventeur, certifient les propagandistes initiés du Petit Livre Rouge. De fait conçu sous Qin Shi Huangdi, l'âge du papier supporterait entre 2100 ou 2200, mettons 2500 ans sans autre polémique, vu qu'il n'en reste pas grand-chose en raison de sa bonne ou mauvaise nature biodégradable. Bien qu'apparemment, il servit tout d'abord à l'emballage, mal raffiné, sorti d'une pâte faite de fibres végétales et de bois râpé, puis de chanvre pilé, d'écorce de mûrier, de bambou, de paille de riz ou de bois de santal. Très vite cependant ce papier feutré fut exploité pour de multiples commodités, décliné en chapeaux, ombrelles, armures, literies, cerfs-volants, lanternes, fenêtres. Coloré, parfumé, qui plus est, insecticide en papier toilette, cela permit bien des siècles plus tard à Grand Gousier, devant cette invention de Troche-Cul qu'il attribuait à son maître, de subodorer l'esprit merveilleux de Gargantua,
Il eut mieux à dire dès le IIe siècle quand sa substance s'affina en surface plane, amincie, à l'usage courant des écrivains qui le nomment papier du marquis Caille, reconnaissant par là l'idée géniale qu'il eut d'intégrer dans la pâte à papier, chiffon, cordage, roseau, herbe, macérés dans l'eau, d'ajouter amidon de riz et quelques baies de philodendron pour la rendre ainsi plus résistante et mieux adaptée à l'écriture. Le bambou et la soie cependant, en tant que support d'inscription, l'avaient précédé. Le bambou offre toujours ses services inépuisables, la soie et le papier gardèrent quelques connivences. La clé de la soie se trouve dans l'écriture papier, en chinois, et se prononce TCHE, montrant que des chiffres de soie ou de la bourre de cocon ont composé la pâte à papier. Cependant d'une autre façon se référencie la fameuse écorce de mûrier, qui donne aussi du papier. Pays fermé de murailles qui gardent longtemps leurs secrets, observe Foucault, le papier tourne en rond dans cette Chine empirique et centripète jusqu'à la fin du premier millénaire mais toujours en se raffinant. Peu à peu cependant la technique artisanale fait tache d'huile en Asie centrale ainsi qu'au Japon, à partir de 610, grâce au prosélytisme nomade de moines chinois. Ce n'est que tardivement qu'elle s'étend vers l'ouest, en direction du monde arabe, sous couvert d'écrits religieux bouddhiques, en suivant les chemins du fil de la soie et du parfum des épices, mais son tracé est plus sinueux et son parcours plus accidenté. Si l'origine modeste du papier n'a rien de sacré, son histoire dans ses développements décisifs trahit une nette attirance pour le divin. Une destinée providentielle déjà quand à Samarcande, vers le milieu du 8e siècle, des prisonniers chinois, artisans papetiers, acceptaient sous la menace sans doute de révéler leurs secrets, ce qui fit dans tout l'Orient la renommée de cette ville pour son papier de chanvre et de lin. Livré au monde islamique, ce papier, aussitôt retenu comme support d'écrits religieux, fut l'artisan de la diffusion rapide de la pensée de Mahomet. L'islam a trouvé le glaive de l'esprit, formule Jean-Pierre Lacroux, ainsi sans barbarie. Progression rapide, Bagdad construisit une énorme fabrique de papier et l'usage s'en répandit en Asie mineure, Afrique du Nord, atteignit la Mecque et le Caire, au point qu'un illustre Perse note dans ses carnets de voyage en 1035 sa surprise de trouver de nombreux articles vendus dans les souks emballés dans du papier. À cette date déjà la quantité fabriquée de papier dépassait celle du papyrus, et on poussait le raffinement jusqu'à donner au papier un aspect vieilli en utilisant du safran et de la sève d'érable. Désormais, la victoire fut rapide du papier sur le papyrus en Égypte, du papier sur le parchemin à la fois au Moyen-Orient et l'Occident musulman. Au début du deuxième millénaire, la chrétienté, lors de la reconquête et des croisades, hérite des méthodes de fabrication. Dès lors la production papetière suit une progression septentrionale et occidentale. Elle se déploie pacifiquement autour du bassin méditerranéen, cheminant d'abord d'un côté par l'Espagne où Cordoue, lieu de refuge de nombreux lettrés en provenance d'Orient, devient un important centre papetier bientôt suivi par Tolède, consacrant ainsi une culture qui s'exprime par les livres, et de l'autre côté elle passe par la Sicile et l'Italie. Nouvelles marchandises dans le monde occidental. Les marchands italiens importent dès le XIIe siècle le produit oriental pour le vendre aux grandes foires de Champagne et de Brie. De même, le papier majorquin débarque par navires entiers à Marseille. Les rames catalanes circulent vers l'Angleterre. Les routes du Moyen-Âge sont traversées de charrois de plus en plus volumineux de Charta d'Amasena et Pergamino de Trapo. Partout le papier se propage. Déjà gros marché de négoce des papiers importés de Syrie, la ville italienne de Fabriano se lance à son tour dans la production de Charta fina vers la fin du XIIIe siècle, bientôt copiée par Gênes. Les ingénieux papetiers lombards transforment rapidement la technologie artisanale importée et rencontrent de ce fait un succès commercial considérable. Les innovations diverses se succèdent, annonçant l'aube d'une ère nouvelle de la fabrication. Les moulins de Fabriano deviennent le symbole des premiers produits européens. Ainsi blanchis par une origine plus catholique, telle une traînée de poudre, l'art de faire le papier gagne l'Europe. Sur nos terres de France, la légende voudrait que de preux croisés, prisonniers au cours de la deuxième croisade, soient revenus des conquêtes sarrasines nantis des secrets du métier, butin inestimable à nos regards contemporains. C'est ainsi que se serait propagée au début sur terre auvergnate, cette science toute neuve de la fabrication du papier. La vérité historique reconnaît cependant que le papier, alors trop entaché d'impiété originelle parce que venu d'Orient, ne put prendre si facilement racine.
De plus, sa nature quelque peu grossière était indigne des Saintes Écritures. Ainsi, dès sa première apparition dans le monde chrétien, le papier, subodoré d'artifices diaboliques, mettra du temps à s'affranchir de ce soupçon d'infamie. Soupçon de non-fiabilité également quant à sa permanence dans le temps, Frédéric II, roi de Naples et de Sicile, en fait interdire l'usage pour les documents officiels en 1321. Philippe IV, en 1340, a beau généreusement exempter de tout impôt cet objet indispensable aux études, le chancelier de l'Université de Paris persiste en 1415, à la veille de l'apparition de l'imprimerie, à déconseiller de copier les textes sur un support jugé périssable. Ainsi, les beaux moulins de France ne purent prospérer rapidement, laissant le parchemin lui faire encore concurrence dans cette première moitié du deuxième millénaire. Parchemin, membrane tirée d'une des couches de peau d'un animal. Ce mot provenait du nom de la ville de Pergame réputée pour la fabrication de ces peaux travaillées en souplesse et en finesse, mais aussi, relate Pline l'Ancien, grâce aux agissements d'un certain Ptolémée qui en développa l'usage courant. Ce successeur d'Alexandre le Grand, roi ombrageux d'Égypte, avait mis l'embargo sur la vente de papyrus en Asie mineure afin que ne soit pas détrônée la renommée de la bibliothèque d'Alexandrie sur laquelle il régnait, la plus grande et la plus complète de l'Antiquité. C'est en tout cas de Pergame qu'est venu le parchemin. Le papyrus néanmoins fut utilisé fréquemment jusqu'au début du Haut Moyen Âge. Avec la conquête de l'Égypte et de l'Orient par l'islam, il est abandonné au profit du parchemin. Mais ce fut surtout l'ère chrétienne qui lui a donné sa véritable lettre de noblesse, l'ayant élu comme support merveilleusement exemplaire du Verbe divin qui s'est fait chair. Ce changement traduit déjà le long processus d'une poursuite continue au cours des temps vers l'allègement et la mobilité du support. Ainsi ces peaux furent-elles aussi adroitement affinées, talquées, poncées par nos ancêtres. Elles provenaient souvent du mouton, mais aussi de la chèvre, du cerf, du lièvre ou du cochon au dire des experts. Cependant le vélin, tiré de peau de veau très jeune ou mort-né, restait la crème du parchemin dont seraient bientôt faites toutes les Bibles parisiennes du XIIIe siècle, ce qui représente le massacre de quelques troupeaux. Notons au passage le travail considérable et délicat que demandait l'amincissement des peaux pour devenir feuilles de vélin. Au cours de cette préparation longue et difficile, le tannage est capital. C'est de cette belle et fine peau, le vélum, que plus tard le papier sans verger heureux tira son nom de papier vélin. Solide et aussi parfaitement que possible lisse, le parchemin amena deux progrès décisifs. Il permit l'utilisation de la plume d'oie, qui pouvait aussi être d'aigle ou de corbeau, qui remplaça le calame antique, tige de roseau au bout taillé en pointe, et dont la pointe plus fine autorisa une écriture plus déliée, et d'autre part il aboutit à la généralisation des codex, ancêtres de nos livres. Ces parchemins étaient de plus opistographes, c'est-à-dire présentables des deux côtés. Autre avantage, les moines copistes du Moyen Âge pouvaient par grattage les perfectionner ou les reprendre, ce qui nous laisse aujourd'hui ces merveilleux palimpsestes, devenus par la suite objet de métaphores de tant de penseurs et poètes. Mais rare et cher, quelque peu sacrificiel, le parchemin finit son parcours de support d'écriture vers le début du XIVe siècle, définitivement détrôné par ce succédané fait de chiffres, le papier. Papier ? En quête de définition. Nos ancêtres artisans papetiers, lorsqu'ils tiraient la forme de la cuve, n'avaient certainement pas conscience que ce feuille à feuille allait inscrire sa petite histoire dans la grande en faisant correspondre les évolutions de sa carrière à des moments décisifs autour desquels s'articule l'histoire dans sa course conquérante. À peine devinait-il, dans les fibres entrelacées d'un mouvement expert, les métamorphoses prodigieuses à venir de cet artefact et le tissage progressif et prodigue qui allait s'ensuivre avec la destinée de l'homme. Tim Maslen et Jennifer Mera. Gorge, 2000, entassement de livres et catalogues. De nos jours, le papier ne reluit pas souvent par sa singularité ni par sa rareté. Pourtant, fleuron de l'industrie mondiale en tant que deuxième activité en chiffre d'affaires, après l'aéronautique, il a été produit en 2005 environ 189 millions de tonnes de pâte pour une production de papier et carton de 367 millions de tonnes de par le monde. Sa production ne cesse de progresser, car la consommation est liée au niveau de développement. Si les États-Unis, en production et consommation, mènent la danse, la fabrication papetière est un des premiers atouts de l'industrie française. Cependant,
Il s'avère difficile de nos jours, avec le développement des pays émergents et l'évolution des productions, de donner des données précises. Qu'en penserait aujourd'hui le Théodore de Charles Nodier, lui qui craignait que la Terre ne bascule sous tant de poids de papier, ou le pauvre Buster Keaton qui criait déjà « trop de papier », suffocant sous un déluge pléthorique de feuilles. Si autrefois il fut objet d'attention en raison de l'économie forcée de la matière première, il n'y a rien de plus banal aujourd'hui que le papier. Il envahit tant et si bien notre univers que nous ne lui accordons en général pas plus d'égards que de regards. Il suffit de relire à ce sujet la nouvelle exemplaire d'Edgar Poe pour s'assurer que c'est bien sa raison insignifiante de papier qui vaut à la lettre volée d'être si transparente aux yeux exercés de Monsieur, préfet de police de Paris. Marc de Biasy nous le rappelle heureusement. Le temps est venu de fêter le papier, de le donner à voir dans ses dimensions réelles, pour rendre hommage à ses éblouissantes métamorphoses, célébrer ses multiples renaissances et avec lui, à travers lui, reconstituer le fantastique itinéraire de notre propre genèse. Réveiller la puissance du papier par la recherche de ses transparences à travers ses métamorphoses et métaphores, est bien notre propos. Objet de peu d'attention peut-être, le papier reste néanmoins une évidence ne serait-ce que par son omniprésence. Matière sollicitée pour tout, elle nous accompagne sous des formes les plus diverses, dans chaque geste de notre existence quotidienne, des plaisirs du corps à ceux de l'esprit, dans tous les actes conséquents de la vie. La diversité et la quantité de la matière première, sa facilité de production, son coût modéré, sa souplesse d'adaptation, ses qualités de légèreté, de mobilité, de finesse, d'absorption et bien que durable, sa vulnérabilité même comme sa destruction facile, sont inclus dans ce matériau et lui valent son phénoménal succès. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, sans papier un monde civilisé ne serait pas concevable. Pas d'affiches, de dessins, de photos, de cahiers, de livres, de contrats, de constitutions, de monnaies, de diplômes, de manuscrits. Plus de mouchoirs en papier, plus de papier hygiénique. Plus de cartes postales, de cartes à jouer, ni de cartes de visite. Plus de cocottes en papier. Plus de lettres d'amour, plus de paquets cadeaux, plus de confettis, de masques pour le carnaval. Inventory Marc de Biasy. Élément médiateur de la culture, vecteur fondamental des moyens de conservation de la mémoire et de transmission du savoir, ces lieux de réserve sont érigés en cathédrales ou grandes tours, dépositaires du patrimoine et du pouvoir national. Subjectif fascinant, il sert de moyen à de multiples expressions artistiques. Bons à tout faire, taillable et corvéable à merci, il est employé à tout, pour tout, en tout. Temps, lieu, pouvoir, savoir et savoir-faire, marqueurs sensibles de notre univers. Il maintient et constitue matériellement une relation familière avec le monde, mais aussi, réserve de symboles et source de notre imaginaire, il nous permet d'habiter ce monde poétiquement. Serge Gainsbourg s'en fait joliment le chantre dans les petits papiers, évoquant leur variété et leurs effets complexes sur celui qui les touche. Faire son inventaire n'aurait jamais fini de nous surprendre, et nous serions loin d'en faire le tour. Malgré sa diversité, sa spécificité s'affiche incontestable. En papier ne prête guère à confusion, quoiqu'à discussion quand il s'agit d'en proposer une définition claire, tant le papier s'accommode de métamorphoses et se colore d'évocations diverses mêlées de sensibilités personnelles. Pour nos ancêtres, le papier était un artefact privilégié avant tout réservé à l'encre ou la graphie comme support de l'écrit. La découverte de l'imprimerie, dont il a été un facteur décisif, en fit un médium universel de la pensée intimement lié à l'idée centrale de culture écrite, essentielle chose mentale. Emporté par la galaxie Gutenberg, il n'a cessé d'élargir et de diversifier son empire. L'apport de la fibre de bois, ressource intarissable, permit d'accroître son emprise et d'étendre son usage à des domaines multiples, sans restriction ni contradiction. Matière, média, médium, moyen du mot papier. Il est bien difficile de déjouer les connotations multiples tant ces divers usages se surimpriment de façon équivoque, le rapport entre signifiant et signifié jouant constamment en chassé-croisé. Le papier est devenu un espace planétaire de signification. Il s'est si bien enrichi de considérations annexes et étendues, de pratiques acquises et de réminiscences sensibles, que toute définition concise semble réductrice. De plus, gravite autour de son entité la mémoire de sa vieille histoire, le questionnement de son avenir, autant que des réflexions diverses et variées à n'en plus finir sur le côté naturel, vulnérable,
plastique de la matière ou à l'opposé ce qu'elle peut entraîner de paperasserie, de problèmes de recyclage ou de conservation, le tout bien sûr entaché de souvenirs et d'expérimentations personnelles. Il faut bien le reconnaître, à notre époque productive et prodigue, le papier participe si activement à notre quotidien intime ou environnemental que vouloir le définir ne peut sans frustration se réduire à une simple formule. Toujours en quête de définition, nous avons posé la question papier, de façon récurrente. Derrida lui-même hésite. Quand on dit papier, par exemple, nomme-t-on le corps empirique qui porte ce nom de convention ? Recourt-on déjà à une figure de rhétorique ? Ou désigne-t-on du même coup ce papier quasi transcendantal, dont la fonction pourrait être assurée par un tout autre corps ou surface, à la condition qu'il partage avec le papier au sens strict certains traits ? Il est à craindre que ces trois usages du nom papier, du vocable papier, ne se surimpriment l'un dans l'autre de la façon la plus équivoque, à chaque instant. Et que se surinscrivent ainsi dès la figuration du rapport entre le signifiant et le signifié, papier. À chacun sa définition, jamais précise ni définitive, tant elle s'émancipe de résonances particulières ou se mêle de l'affectif et du sensuel. Quoi qu'il en soit, l'interpellation touche, elle ne laisse pas indifférent, montrant même que se maintient un dialogue incessant, sensible et singulier avec la matière qui s'en imprègne. Auxiliaire familier, coloré de souvenirs ludiques ou d'applications studieuses, de pratiques ou d'usages, de parfums ou de musique, de complicité, mode de vie, voire de raison d'existence, sous sa modeste apparence, cette authenticité de fibres irriguées de sensibles recèle et dissimule un débordement de sens. Monsieur Sennelier, fabricant et marchand de produits pour l'art, le papier ? Le papier. C'est ce qui garde et transmet, oui à la fois une mémoire et un message. Michel Grandidier, graveur filigraneur, le papier ? C'est quelque chose à base de végétaux ou de cellulose, c'est une part de la nature végétale, pas animale, auquel s'est ajouté un travail d'homme, une somme d'observation, une somme de savoir-faire. Jean-Paul Marchal, imprimeur imagier, c'est ma doublure et mon ambassadeur. Ici, entre le bois et les encres, s'entremet le papier avec mission de transmettre, non pas simple support mais émissaire lui-même en fond de mes créations, de mon histoire. Par lui, grâce à lui, elle s'envole dans le monde entier. Madame Frayon, importatrice de papier handmade en Inde. Le papier, c'est d'abord la plasticité de sa matière qui se module et se modèle à tout. On n'a jamais fini de faire des découvertes avec le papier. Il y a encore tant de champs de possibles dans la façon de le fabriquer, de le façonner, de le présenter. C'est un procédé ouvert à l'expérimentation, à la créativité. J'aime le papier sans teinture qui garde en incrustation la mémoire de plantes qui ont été déposées sur sa surface encore liquide. Marianne Gelly, artiste, designer. C'est mon médium, j'aime le papier parce que c'est un moyen d'expression rapide, une idée, un coup de cutter et le résultat est là, tangible, animé, vivant presque. Tout de suite à portée. Il satisfait les vœux de chacun et toujours disponible pour moi pour assouvir ma boulimie de création. Eliane Fievet, conceptrice, designer de produits en papier. Le papier, c'est un langage à lui tout seul. J'aime le raffinement du blanc, son minimalisme, le symbolisme et la simplicité du découpage, le côté magique du pliage. Phet Cheng Suor, artiste travaillant le papier végétal. Pour moi, le papier, c'est une peau, une existence matérielle du vivant et reliée à du vivant. L'approche du papier végétal permet une diversité infinie du papier. Employé comme support, cette diversité est beaucoup plus limitée. Le papier végétal est à chaque fois la révélation d'une identité intrinsèque de la plante. Bernard Roy, ancien directeur commercial d'Antalis, le papier c'est au fond la nature, cette nature à portée de main. Le toucher d'un papier, l'odeur d'un livre sont déjà une évasion mentale, un plaisir irremplaçable, incomparable. Elisabeth Beuret, artiste, créatrice de papier art. Pour moi le papier est une quête de ce qui me relie au végétal, donc à tout ce qui concerne non seulement mon rapport à la nature à travers lui mais aussi à tout ce qui touche à notre histoire à travers l'ethnobotanie. Avec le papier végétal, le papier prend vraiment tout son sens. Michel Dupré, écrivain, plasticien, le papier ? Un cadre blanc limité défini qui réfléchit un vertige, il capture, aspire, inspire. René Crollard, ingénieur papetier à Arjomari, le papier est un support transitoire, adaptable à toutes sortes d'emplois. Si sa permanence pose un problème, sa biodégradabilité facile est aussi un atout.
C'est un matériau vivant, fait de fibres qui réagissent à un contexte, ne l'oublions pas. Pascal Fulaché, responsable des activités culturelles du Musée des Lettres et Manuscrits, le papier, jusqu'alors principal support du patrimoine écrit, devient de plus en plus matériau de création. Ne serait-ce que pour exemple ce que j'ai appelé le livre de création, où le livre, dans une forme de désacralisation de l'écriture, reprend une puissance d'objet créatif plus que sa raison d'être simple support. La visibilité prend le pas sur la lisibilité. Pascal Roman, conservateur des collections historiques du Musée de la Poste. Le papier est le support d'écriture le plus perfectionné qui soit, la plus belle découverte de l'humanité comme moyen pérenne de sauvegarde de ce qu'il a défini. La durée de vie, la souplesse du papier, la possibilité de le travailler de 1000 façons, ses qualités sensuelles sont extraordinaires. J'entends le papier pur chiffon, évidemment pas celui fait de fibres de bois où le chlore et des charges diverses comme du plastique même, le rendent autodestructible, ce qui va conduire à la perte de milliers d'œuvres et d'ouvrages. Les nouveaux supports virtuels, comme les CD-ROM, mais il en est de même des disques vinyles faits d'une impression énergétique et non d'une gravure quoi qu'ils le prétendent, demandent une relecture tous les 2 ou 3 ans, alors que le pur papier, comme la cire, garde en mémoire dans le temps ce qui lui est confié, même au-delà de 600 ans. Michel Sicard, plasticien, critique, écrivain et poète. En tant qu'artiste, le papier est une surface d'inscription souple et résistante par rapport à la toile. J'aime le papier, c'est un matériau direct qui ne demande pas d'induction, la fibre étant directement utilisable. La souplesse du papier me fait penser à la fluidité, thème majeur de mon travail. Bruit sec du papier, pourtant si lié à la fluidité, il lui faut de l'eau à l'origine. Retrouver ses sources originelles avec l'eau. On n'en parle jamais parce que l'on pense que l'eau peut détruire le papier, ce n'est pas vrai. Il ne craint pas l'humidité puisqu'avec lui on s'en sert. Le papier est une pâte sèche et aquatique, une matière paradoxale. André Faury, chargé de cours à l'École française du papier et des arts graphiques, en donne une formulation scientifique. Matériau à structure poreuse, anisotrope, composé essentiellement de fibres végétales cellulosiques, enchevêtrées, réparties en feuilles minces et agrégées par des liaisons naturelles, OH. Comme le définissait déjà Mr Lacombe, maître papetier au XVIIIe siècle, la feuille de papier est un feutre végétal résultant de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.